Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Corse via Stella pour ce nouveau numéro d'Inquiet. Alors novembre, décembre, janvier dernier, nous avons tous en mémoire les intempéries de cet hiver, des épisodes pluvieux particulièrement violents, des routes coupées ou détruites par les crues, des zones entièrement inondées, des dizaines de personnes évacuées. Certes, cette fois, le pire a été évacué, pas de pertes humaines, mais en sera-t-il toujours ainsi alors que ce genre de phénomène climatique tend à se multiplier? Comment prévenir les crues et les inondations? Comment expliquer surtout l'état d'abandon des fleuves insulaires, Gaulle ou Tavinan ou Fiumalt? L'île compte plus de 1400 km linéaires de rivières et de cours d'eau. Nous évoquerons également l'impact de l'activité humaine sur ces fleuves et les solutions pour tenter au mieux de les canaliser et surtout de mettre les populations à l'abri. À mes côtés sur ce plateau, Solange Graziani. Bonsoir Solange. Vous nous direz dans un instant ce que vous avez découvert au fil de votre tournage dans ce documentaire que nous verrons tout à l'heure. Et sur ce plateau également, 4 invités pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Laurie Angelini, bonsoir. Bonsoir. Alors ce sujet vous touche de près. Vous faites vous-même partie de ces sinistrés de Pintaigazinc. Et cette inondation n'était pas la première. Vous en avez subi de nombreuses, nous disiez-vous. Combien? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on en est à 7 répertoriés. Donc les marines de San Pellegrino sont connues pour ça. C'est d'ailleurs ce qui nous vaut un peu un qualificatif, je dirais, qui est plutôt désagréable de la part même de la population souvent, puisque on ne va pas dire que ça sera bien fait pour nous, mais presque. Voilà, on habite dans d'anciens marécages, proches d'une rivière. Aujourd'hui, on se rend compte, avec les derniers événements de novembre, que nous ne sommes plus les seuls concernés. Nous y reviendrons tout à l'heure. Antoine Orsini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable, entre autres, du laboratoire d'hydrobiologie de l'Université de Corse et spécialiste des fleuves et cours d'eau insulaires. Enfin, François Sargentini, le président de l'ODARC, de l'Office de développement agricole et rural de la Corse. Avec vous, nous évoquerons les possibilités qui sont offertes aux exploitants agricoles et comment vous pourrez intervenir dans cette problématique. Et enfin, Jean-François Paul, vous êtes avocat au barreau de Bastia, spécialiste du droit administratif, de l'expropriation et de l'urbanisme. Nous débattrons tous ensemble après le documentaire que vous avez réalisé, Solange. Qu'en retenez-vous aujourd'hui ? Bien, sur le terrain, nous avons rencontré des sinistrés et des élus très inquiets. Ces derniers redoutent une catastrophe avec des pertes humaines importantes. D'ailleurs, un exemple, le maire de Pontelecce et ses adjoints comptent bloquer la route à la rentrée s'ils n'ont pas trouvé de solution de financement par rapport aux travaux qu'ils prévoient de faire sur le Gaulle. Alors, globalement, on a l'impression d'un terrible gâchis. La Corse est un château d'eau. On ne profite pas assez de cette richesse naturelle. Tout est à l'abandon. Les crues successives détruisent les berges des fleuves, ce qui occasionne des pertes de terrain pour les agriculteurs. Certaines exploitations sont carrément ensablées. La situation devient ubuesque, alors que des solutions existent pour redonner vie et une utilité sociale et économique à nos rivières. Alors, Solange, votre reportage s'intitule « Rivière en eau trouble ». Les images sont signées Christian Giuliano, le montage Christophe Gineste. On se retrouve tout de suite après. Jean-Claude Auger est un rescapé des inondations. Pourtant, il a choisi de rester dans le quartier Ferreira de Pintaigazinc, à proximité du Fiumalt. Une rivière qui suscite de très mauvais souvenirs. J'allais partir avec la voiture et j'étais emporté par l'eau qui m'a fait passer par-dessus le portail. Et je suis atterri dans le buisson un peu plus loin. Fracture de la jambe droite, orteil broyé, la vie de ce retraité a basculé. Il est à 2 mètres. Sans le toucher, je suis arrivé à passer dessus. Je suis passé, après moi je me suis retrouvé ici. Je me suis retrouvé encastré là-dedans. J'étais là et j'ai pu m'accrocher sur ce grillage-là. Et je suis resté plus d'une demi-heure comme ça. Une demi-heure d'angoisse, le temps de la décrue, sous le regard impuissant des pompiers. Au début, j'ai eu des problèmes avec ça. J'ai même été suivi par un psy. Dès qu'il y avait la rivière ou qu'il pleuvait, j'avais la trouille, j'ai eu peur. Sur le coup, pas trop, mais c'est après coup, peut-être 2-3 mois après, on s'aperçoit quand même que c'était grave. Quand on revoit les photos, quand on voit les films qu'on avait fait, quand on voit l'état où était la maison, le jardin, les voitures, c'est impressionnant. Cet événement climatique a traumatisé bon nombre de riverains.
Le Fiumalto, une rivière plutôt tranquille, a charrié le 24 novembre 2016 des milliers de mètres cubes de bois mort. Une dizaine de voitures a été retrouvée en mer. Comment en est-on arrivé là? Pour le maire de la commune, la raison principale, c'est l'absence d'entretien. La commune a essayé à plusieurs reprises de faire l'entretien de la rivière. Et ne serait-ce que 3 mois avant les inondations, au mois d'août, avant les inondations, j'ai fait venir les services de l'État pour demander de draguer la rivière. Ça m'a été refusé, comme ça m'avait été refusé 2 ans avant et 3 ans avant. Voilà. Ça m'a été refusé. Pour le maire et ses administrés, les autorités ont donné la priorité à l'environnement, aux espèces protégées, au détriment des habitants. Le préfet, ça on peut, quand il est venu après les inondations, mais et la continuité de l'État, il a dit on va regarder l'humain et on va pas regarder les grenouilles. Ça, je pense que tout le monde l'a entendu, parce qu'il y avait toute la population autour. On va regarder l'humain, on va pas regarder les grenouilles. Trop tard, au final, 3 maisons ont été détruites par les inondations successives. Sur Pintadicazink, 31 habitations font l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'acquisition à l'amiable. Ici, c'est le paradis, ici, c'est tout, hein. Tout. Les gosses ont grandi ici, les amis sont venus ici. On ne peut pas oublier ça. Refaire sa vie autre part, sans connaître personne, c'est faisable. Mais je ne préférerais pas. Je préférerais rester là. Ce qui m'a fait chagrer le plus, c'est ma voisine, là, la maison juste accrochée à celle-ci. Et quand j'ai vu qu'elle a failli se noyer en plus, je me suis dit, normalement, c'est pas intelligent de dire je vais rester là, c'est tout. Parmi les riverains sinistrés, il y a aussi les exploitants agricoles. Sur la commune de Vescovato, à proximité du Gaulle, Jean-Jacques Fieschi, maraîcher, a été inondé plusieurs fois en 2015 et 2016. Propriétaire des berges et des parcelles attenantes, il a eu l'autorisation exceptionnelle d'intervenir avec un tractopelle. Selon la loi, l'entretien des rivières est dévolu aux propriétaires riverains sous la surveillance de l'ONEMA, qui fait office de police de l'eau. S'il y a des demandes qui sont faites, pour eux, il n'y a pas de souci, au contraire. Hein. En sachant qu'ils viennent constater au départ, ils prennent des photos, et qu'après, à la fin des travaux, ils reviennent contrôler si ça a été fait comme ça a été décidé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément, concrètement, de quelle manière vous devez vous y prendre? Ah, ils m'ont dit rien, ils m'ont pas dit la manière que je devais appliquer. Hein. Ils m'ont dit, regardez, faites pour le mieux, hein, tout simplement. Hein. Ils ont bien constaté qu'on était en état d'urgence. Hein. Ils le comprenaient bien. Hein. Un état d'urgence devant lequel les autorités se sont inclinées. Ce maraîcher se retrouve seul face à un énorme chantier. Normalement, il est interdit de rentrer dans le lit de la rivière avec un engin mécanique. Pour avoir enfreint cette loi, Julien Pedignelli, éleveur à Olmiccia et propriétaire riverain sur le Risanese, doit comparaître devant le tribunal correctionnel. Moi, je l'ai fait. Et puis, je le dis et je le maintiens. Même si je suis condamné, si l'État ne fait rien, je vais continuer à le faire, parce que je suis obligé. C'est mon patrimoine, c'est l'avenir de mon patrimoine qui est en jeu. On peut me mettre en prison, mais mes parcelles, je vais les nettoyer. Voilà. Moi, j'ai des moulins, j'ai mon moulin au bord du fleuve, j'ai une autre maisonnette au bord du fleuve. Et si un jour ça venait à disparaître à cause d'une crue, je suis sûr que je ne m'en remettrai jamais. Voilà. Donc, je veux pas arriver là. L'éleveur encourt 80 000 € d'amende et 1 an de prison ferme pour avoir nettoyé quelques parcelles de son terrain. Il est accusé d'avoir extrait du Risanese des branchages, des galets et de la ferraille à l'aide d'une mini-pelle sans autorisation préalable des services compétents. Des travaux qui auraient été nuisibles au milieu aquatique. Comment on fait? Après, bon, et sûr, ils vont vous dire, ouais, mais là c'est les berges, l'imageur il est là-bas. Ben oui, mais qu'on vienne alors, nous donner des directives, qu'on vienne nous dire, voilà, ça vous pouvez le faire, ça vous pouvez pas le faire. Bon, le problème c'est qu'on voit personne, donc on en revient toujours au même. Au cours des dernières inondations, l'éleveur a perdu 1,5 hectare de terrain, 3000 bottes de foin et une maisonnette. Ses pertes s'élèvent à 300 000 €. Mais le pire reste à venir, ces multiples embâcles pourraient former des bouchons, des barrières naturelles qui pourraient s'accumuler sous le pont d'Acorravo. Tout ça, c'est préposé à partir. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Mais à la prochaine crue, on y a droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre qu'il y ait des morts,
Parce que tant que c'est des dégâts matériels, bon, on peut dire, allez, la nature, allez, il faut qu'elle suive son cours. Mais lorsqu'il y aura des morts, ça ne sera pas pareil, je vous le dis. Ça ne sera pas pareil. C'est aussi ce que redoutent les élus de la commune de Ponteleccia. Il y a 2 ans, en octobre, l'eau avait envahi le village sur plusieurs kilomètres, causant d'importants dégâts. On est en colère et on est très très inquiet. Parce que la dernière fois, s'il n'y a pas eu de mort, c'est un miracle. C'est un miracle. Une crainte totalement justifiée, à Gazaloun, un des affluents du Golo a détruit un pont génois le 2 octobre dernier. Tout ce tas était dans le pont. C'est ce qui a bouché le pont. Le pont s'est bouché et ça a débordé. Ça a fait une vague qui est arrivée sur Ponteleccia. Ponteleccia a été inondé quand le pont de Gazaloun s'est cassé. À partir de janvier 2018, l'entretien des rivières passe des propriétaires riverains aux communautés de communes. C'est la loi Gemapi. Par mesure de précaution, Ponteleccia a anticipé cette échéance. Des travaux sont prévus le long du Golo, la construction d'une digue et la réfection d'un déversoir. On espère que la communauté de communes de Pascal Paoli va s'y atteler et va le faire. Sinon, on le fera nous-mêmes. On se débrouillera, la commune le fera. D'autres communes appréhendent le prochain automne. Sur Fouriagne, les dégâts des dernières inondations s'élèvent à plus de 2 millions d'euros. L'équipe municipale prévoit aussi de nettoyer les berges de 4 cours d'eau avant l'application de la loi Gemapi en janvier 2018. Notre rôle d'élu, c'est de mettre nos administrés en sécurité. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de régler ce problème, qui est un problème récurrent depuis des années. On va le prendre à bras le corps, on va essayer de le mener à bien. Et ensuite, bien entendu, il faut aussi mettre la commune à l'abri de toute démarche. Mais très sincèrement, on n'est pas dans cet esprit-là. L'esprit premier de l'équipe municipale, c'est de réaliser des travaux pour que les gens soient enfin tranquilles avec ces cours d'eau. La commune mettra la main à la poche, c'est le terme. On fera un gros effort financier, mais les propriétaires aussi devront assumer leurs biens. À Luciana, le maire souhaite construire une digue pour sauver une quinzaine de maisons dans le quartier de Brancale. Cette opération était déjà préconisée dans une étude dédiée au Golo il y a 16 ans. Le maire essaye encore de la mettre en œuvre. La petite digue, c'est un parcours du combattant qui devient de plus en plus pénible. Avec toutes les catastrophes qui ont eu lieu aujourd'hui, nous avons une avalanche de nouvelles normes, de nouvelles directives. Avec le principe de précaution que l'on a installé, beaucoup trop de personnes se réfugient derrière. Et donc, aujourd'hui, avoir un projet, ça devient de plus en plus difficile à arriver à une réalisation, à une conduite de bonne fin. Parfois, l'ampleur des travaux est si importante que certaines communautés de communes, comme en Cazinc, avouent avoir les poches vides. Actuellement, c'est des déchets qui prennent essentiellement, qui grèvent notre budget général à hauteur de pratiquement 400 000 euros. Donc vous voyez que nous n'arrivons plus à mener aucune action. Il va être très difficile pour nous et je vais faire passer un message aussi bien aux maraîchers qui ont été inondés par 2 fois là en fin d'année de 2016, aussi bien qu'aux habitants du Fiumalto. Il va être très difficile pour nous, en tant que communauté de communes, de mener des actions rapidement pour pouvoir régler les problèmes qu'ils ont rencontrés dernièrement. Un message dur à entendre pour notre maraîcher de Vescovato. Ce dernier veut nous parler d'un autre phénomène, l'ensablement du Golo dû à la construction de barrages et de retenues d'eau. C'est du sable de qualité. On pourrait trouver le même sur le bord des plages. Donc le phénomène qui se produit ici, il se produit aussi en bas. Le ravinage des côtes est dû en partie à ça aussi. Si demain, il y a un entretien, que le sable peut circuler normalement, il y aura une partie du problème qui sera réglée sur le bord de mer. Cette problématique concerne toutes les rivières où des barrages ont été édifiés à l'image du Rizzanese. Ces constructions, conjuguées au réchauffement climatique, ont abouti à un faible débit de l'eau. Une 50aine d'années a suffi pour former des îlots de sable un peu partout. Une partie de ces sédiments n'atteint plus le littoral et favorise la pousse de la végétation dans le lit des fleuves. En période de crue, les arbres sont arrachés et s'accumulent sur le littoral, tandis que les plages continuent à reculer, comme sur Aléria.
chaque année depuis 35 ans, je prends mes ouvriers, mon tracteur, ma remorque, mon tractopelle si j'en ai un et l'huile de coude et on enlève tout 15 jours avant l'arrivée des touristes. Sauf que cette année on m'a dit « Ah là, vous n'y songez pas, j'avais mis un tractopelle, les gendarmes sont venus pour me verbaliser. » J'ai dit « C'est quoi cette histoire ?»« Ah non, on n'a plus le droit. » Mais comment je fais sans... Il ne faut pas mettre d'engin sur la plage. Mais comment j'enlève ça? Mais il ne faut pas toucher. Voilà. Alors bon, j'ai demandé l'autorisation. J'ai fait un dossier avec des photos aériennes, avec... Bon. Et maintenant j'attends. Parce que vous savez, l'administration, on ne travaille pas dans le même timing. L'administration, ils ont un mois pour me répondre. Sauf que dans un mois, les touristes, ils seront déjà là. Qu'est-ce que je vais leur dire aux touristes, toi? Je vais leur dire, démerdez-vous, allez, baignez-vous là, mettez votre serviette là. Je peux pas, madame, je peux pas. Que ce soit sur les plages ou les rivières, l'état des lieux reste préoccupant. La situation d'urgence touche tous les cours d'eau. C'est bon, pas citer 2, 3, c'est tous les cours d'eau qui sont comme ça. L'interdiction de rentrer avec des engins dans le lit de la rivière, l'interdiction parce qu'on touche au substrat. Dans le substrat, on touche quoi? Les frayères de poissons, des frayères de batraciens, des frayères d'espèces endémiques. Ici, dans le Tavignane, on a la lauze, qui est une espèce protégée au niveau mondial. On ne peut pas dire, parce qu'il y a un danger, même un danger pour les personnes et les biens, pour les humains, dire on fait n'importe quoi. Il faut enlever ce genre de bois. C'est même scandaleux de continuer à laisser un truc comme ça. Donc il faut le faire, mais il faut bien le faire. Pour moi, l'homme passe avant la lauze et la truite macrostigma. Mais l'idéal, moi je veux sauver l'homme, la truite et la lauze. Un homme a le même projet. Son idée, nettoyer les cours d'eau grâce à des chevaux. Cette méthode est respectueuse de l'environnement. Ces percherons sont capables d'atteindre des sites inaccessibles aux engins mécanisés sans détruire les berges et les lits des fleuves. Les besoins sont tellement importants qu'une nouvelle filière pourrait être créée. Seul problème, et il est de taille, personne n'adhère à cette démarche. On a envoyé un mailing à toutes les mairies qui sont sur toutes les rivières ici. Le Fiumalte, la Solenzara, le Tavignane, le Fiumorbe. On n'a pas eu une réponse. Rien. Pas un appel d'offres. Pourtant, en raison des crues successives, ce riverain du Tavignane a constaté la dégradation du milieu aquatique. Aujourd'hui, il n'y a plus une anguille dans le Tavignane. Il n'y a plus un gardon, plus un gourgeon. Il reste quelques carpes, celles qui arrivent à survivre aux crues. Alors, tout ce système de non-entretien des berges, on arrive à avoir des rivières mortes. Totalement mortes. Il n'y a plus de vie dedans. Comme le reste du sud-est, la Corse connaît des épisodes pluvieux intenses. Un entretien régulier des cours d'eau pourrait éviter ou au moins atténuer certaines situations dramatiques. Selon la Fédération française des assurances, les dernières inondations auraient causé plus de 43 millions d'euros de dégâts et 3000 sinistrés. Mais aussi des disparus. Ces 2 dernières années, 5 personnes ont laissé leur vie dans les eaux. On l'a entendu dans ce sujet de Solange Graziani, le bilan des 6 derniers mois est lourd. Laurie Angelini, on a également entendu des propos très touchants et des propos alarmants. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous et les adhérents de l'association que vous représentez, l'association Fiumar, et dans ce qu'on vient de montrer? Oui, là je dois vous avouer que je suis un peu ému parce que revivre ça, à chaque fois c'est un traumatisme. Le revivre en vrai, quand il y a une alerte orange, mais le revivre aussi en voyant les images. Moi, je retiens 2 choses de votre intro et du reportage. 2 choses vraiment précisément. Vous avez commencé en disant le pire a été évité. Oui, on rappelle quand même qu'il y a eu des personnes qui ont disparu, mais en termes de pertes humaines, tout à fait, lourdes, le pire voilà. a été évité. On a eu des inondations qui, sur le continent, ont causé des dizaines de morts. Effectivement. On rebondira peut-être là-dessus, mais c'est peut-être pour ça aussi que l'État ne prend pas suffisamment en compte la problématique, justement parce que le pire a été évité. Voilà. Tant qu'il n'y a pas des morts, personne ne bouge vraiment. On prend le temps. Le temps, ça n'est pas le temps des inondations. Le temps administratif, pour moi, je le trouve un peu trop long. Et la deuxième chose, c'est quand vous dites jusqu'à quand. Voilà, ça c'est la bonne question. Jusqu'à quand va-t-on éviter le pire?
Donc effectivement, vous avez vu Monsieur Auger, vous avez vu tous ces gens qui sont traumatisés. Alors les téléspectateurs vont se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils restent là? C'est tellement facile de partir. Partez, vous, de vos maisons. Vous souhaitez continuer à vivre dans ce lotissement ou... Oui, moi je me bats, on se bat tous pour continuer à vivre en espérant que des solutions vont être appliquées. Pourquoi il n'y aurait pas de solution? On est en 2017, on est capable quand même d'endiguer ce genre de phénomène. Ou alors si vraiment on nous dit que le réchauffement climatique prend une telle ampleur qu'on ne peut rien faire, mais à ce moment-là qu'on prenne le problème à bras-le-corps, qu'on nous sorte de là dignement, et rapidement surtout, qu'on n'attende pas. Justement, Monsieur Paul, qu'est-ce qui est prévu pour ces foyers sinistrés? Dans quelle proportion ils peuvent être indemnisés? Ils sont d'abord indemnisés par leurs assurances, mais ensuite, pour le reste, la responsabilité de l'État ou des communes ou de la puissance publique, on va nous dire qu'elle est assez limitée, où il faudrait qu'il pourrait être invoqué la force majeure ou un phénomène d'une ampleur extrêmement forte qui exclurait une indemnisation. Et ensuite, il faudrait identifier précisément les responsabilités, voir qui est responsable, avec une chaîne de responsabilité, ce qui peut être compliqué. Et ensuite, éventuellement, avec la mise en avant d'une notion de faute lourde, mais ça veut dire qu'il faudrait identifier une faute d'une extrême gravité qui puisse permettre d'attraper la responsabilité d'une personne publique parce qu'elle a manqué à une de ses obligations. Pour le moment, ça n'a jamais été le cas en Corse, quoi. On n'a pas d'exemple de ce type. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que dans un même lotissement, je crois que c'est le cas pas très loin de chez vous, on a des gens qui sont autorisés à rester, donc qui perçoivent des indemnisations, et d'autres qui sont expropriés. Comment ça se passe? C'est du cas par cas? Qui décide quoi? En principe, il doit y avoir un plan de prévention des inondations. Dont on sait que beaucoup de ces plans sont obsolètes et n'ont pas été révisés depuis des années. Alors après, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont bien faits, est-ce qu'ils sont toujours pertinents? C'est le vrai problème. Ensuite, même si le plan est fait, s'il y a des constructions qui sont déjà présentes, soit on exproprie dans les parties qui sont en aléa extrêmement fort, et pour le reste, on a des attitudes un peu plus adaptées. Mais une fois que la construction est faite et si le plan intervient après, c'est difficile de dire vous allez partir. Alors, sans vouloir monopoliser la parole, si vous permettez, justement à propos de ça, le 8 mars dernier, le précédent préfet, M. Alain Thirion, avait convoqué en Casinque les gens dont vous parlez dans le reportage qui sont sujets à l'expropriation. Mais ils n'utilisent pas ce terme, hein. C'est éligible au rachat amiable. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus poli et ça passe mieux. Par France Domaine, donc par l'État. Voilà, par France Domaine, donc par l'État. Donc, on a convoqué ces personnes en leur expliquant le pourquoi de leur éligibilité, tout simplement parce que leur maison n'avait pas d'étage, donc elles étaient plus susceptibles d'être dangereuses, de mettre les personnes en danger en cas de crue importante. Ces personnes ont été prévenues par texto. C'est curieux. C'est curieux, comme vous dites. Qui plus est, lors de cette réunion, il y avait donc les services de l'État aux côtés du préfet, M. Pascal Vardon, le directeur de la DTM2B, et puis d'autres personnes, qui nous ont expliqué des choses un peu abracadabrantesques. Je veux dire, ils nous ont fait un schéma. Voilà, un schéma nous expliquant que la vitesse de l'eau conjuguée avec les pressions atmosphériques et tout un tas de choses pouvait faire qu'il y aurait eu effectivement des morts. Le préfet nous avait promis une étude. En guise d'étude, nous avons eu ce qu'on appelle une simulation. Donc autant vous dire que les gens sont en colère parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Et qui plus est, on vient leur dire, sur par exemple, je parle moi de ma copropriété, sur 56 maisons, on en rachète 8 parce que, entre guillemets, attention, c'est en off, hein, l'État n'a pas les moyens de faire plus. Que font les autres? Les 48 autres, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui voudrait dire qu'on laisse seulement 48 foyers dans des constructions qui peut-être sont dangereuses. C'est ça, on attend octobre. À vous, Monsieur Antoine Orsini, c'est vrai qu'on a vu le maire de Patadi-Casinque, Yannick Castel, qui s'inquiétait donc pour sa population à juste titre, et qui parlait d'habitants par rapport aux grenouilles, la protection des grenouilles, etc., des batraciens. Vous êtes quand même aussi un défenseur de l'environnement, vous êtes spécialiste en hydrobiologie. Qu'est-ce que ça vous... quelle est votre réaction? Alors, au-delà de la défense de l'environnement, qui est une bonne chose, il y a la loi. Demain, pour intervenir dans une rivière, il faut une étude de loi sur l'eau. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et alors, on peut regretter que les services de l'État traînent lorsqu'il y a une demande. Voilà pourquoi certains agriculteurs sont poussés à intervenir, parce qu'on ne va pas attendre un an, parce qu'en un an, des crues peut y en avoir 7 et parfois plus, et les crues meurtrières vont arriver. On ne va pas avoir toujours de la chance. Voilà. Et on aura peut-être plus de morts que ça. Donc il y a la loi sur l'eau. Donc c'est pas, moi je dis, il y a un guide de bonne pratique, il faut l'appliquer. Ça veut pas dire on rentre pas, on fait rien, parce qu'il faut faire, que ce soit clair.
On rappelle quand même une chose, pour rebondir sur ce que disait M. Angelini, pas de mort cette année disparue. 3 morts en 2015, 2 en 2016. On vous a vu, François Sargentini, hocher la tête pendant le reportage, pendant qu'Antoine Orsini parlait des espèces protégées à l'échelle mondiale. Vous n'êtes pas franchement d'accord avec ça? C'est l'humain d'abord et les grenouilles après? Non, le problème, c'est pas d'être d'accord ou pas avec ça. D'abord, je voudrais dire que lors des dernières intempéries de novembre et de décembre et l'épisode neigeux de janvier, l'exécutif s'est fortement mobilisé pour apporter les premières réponses et essayer de faire qu'économiquement, les choses puissent reprendre leur chemin normal. Ça, vous avez géré l'urgence, voilà. Nous avons géré l'urgence, bien sûr. Mais je crois que ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui au niveau de la Corse, c'est quelque chose qui va modifier profondément, je dirais, notre façon de voir les choses et notre façon de les appréhender. Nous sommes dans un système méditerranéen qui a toujours connu des crues subites et des intempéries très violentes, mais le problème que nous avons aujourd'hui, avec les changements climatiques en cours que nous connaissons, les processus sont en train de s'accélérer. Or, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que les raisons qui conduisent à ces mini-catastrophes, parce que la grande catastrophe jusqu'à aujourd'hui en Corse, même s'il y a eu effectivement quelques victimes, nous avons réussi à l'éviter. Ce qui conduit à ça aussi, moi je crois qu'il y a des logiques de développement aujourd'hui qu'il va falloir revoir. Il y a l'abandon de nos territoires, et notamment des territoires de l'intérieur, qui aujourd'hui font que les bords des rivières connaissent un développement de la forêt, un développement de l'ensemble du système qui fait que lorsque nous avons des crues et des pluies exceptionnelles qui se produisent, nous avons des milliers, des tonnes et des tonnes de troncs d'arbres qui sont charriés et qui constituent, je dirais, la base de ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Très clairement, si on devait identifier aujourd'hui, et ça s'adresse à tous les quatre, alors au-delà du changement, de l'impact du changement climatique, on parle de l'activité humaine. Est-ce qu'on peut parler d'un urbanisme peut-être débridé, qui a fait qu'à un moment donné, on en est arrivé à construire dans des endroits où on ne construisait pas il y a encore quelques décennies? Est-ce que les ouvrages d'art qui ont été installés sur certains de ces fleuves impactent? Est-ce que le changement d'usage est responsable également? Ce sont tous ces éléments ensemble, Antoine Orsini? C'est clair. Les anciens ne construisaient pas dans le lit de la rivière, même dans le lit majeur, c'est-à-dire dans le lit qui est rarement en eau, qui n'est en eau que pendant la crue. Donc les anciens avaient cette sagesse. Alors, que n'ont pas aujourd'hui les services de l'État et les élus locaux qui délivrent des permis de construire. Qu'on n'a pas. Alors les élus sont soumis à une pression de leurs administrés pour dire « Oh, j'ai un terrain, je vais faire une maison, voire je vais faire un lotissement », parce que là, on va parler d'argent. Une maison, à la rigueur, c'est personnel. Bon, mais il faut savoir qu'il y a l'épée de Damoclès. Il y a des élus qui seront responsables de la mort de leurs concitoyens ou des petits-enfants donc à venir. Il y a eu sur le continent un maire condamné, un directeur de la DDTM, un adjoint à l'urbanisme. Voilà, donc quand il y a des morts, quand c'est plaidé en justice, ça peut faire mal. Il y a moi, je pense qu'il y a des choses à repenser complètement. La première des choses, moi, je crois que la réglementation que nous connaissons aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Elle ne répond plus aux exigences et aux situations que nous sommes en train de vivre. Donc là aussi, il va falloir, dans le cadre des évolutions institutionnelles en cours, et notamment lors des ordonnances qui vont constituer le corpus, je dirais, de l'Assemblée unique, il va falloir intégrer l'ensemble de ces problèmes et adapter la réglementation. Après, il y a une deuxième chose qu'il va falloir revoir. Je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le développement de nos territoires. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'hectares qui sont à l'abandon, qui conduisent à ces catastrophes. Il va falloir qu'on redéveloppe notre pays. C'est ce que nous sommes en train d'entreprendre et en train de mettre en route avec la nouvelle majorité. Justement, les crédits liés au statut Île-Montagne peuvent être mobilisés pour ça? Oui, bien sûr, ils vont être mobilisés. Mais je voudrais préciser aussi une chose, et nous sommes en train d'avoir des discussions, notamment avec Xavier Lougian. Et par exemple, aujourd'hui, un barrage, une retenue d'eau barrer une rivière. Aujourd'hui, il faut passer vers une autre conception. Il y a un projet sur le cas. Bien sûr, la retenue d'eau doit être faite à côté de la rivière. On ne doit plus barrer une rivière. Retenue collinaire, voilà, très écolo. Il faut aller vers des retenues. Et c'est ce type de retenue que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Pardon, par retenue collinaire. Une retenue collinaire, c'est une prise dans le cours d'eau principal, mais on stocke l'eau dans une espèce de talweg, dans un endroit où il y a un creux. Voire on fait le creux plus dans la rivière, donc plus l'impact écologique. Moi, je suis content d'entendre des
très élus, important, ça. tous les élus n'ont pas été sensibles à cet argument écologique. Tout à l'heure, je parlais de la lauze et de la truite. Ça sont des arguments. Nous sommes en train d'y travailler. Je suis pour qu'on augmente le stockage de l'eau parce que, comme je dis souvent, avec le changement climatique, on va passer très rapidement de périodes de sécheresse à des périodes de hautes eaux catastrophiques et ça va être ça. Et ça a été l'année 2006-2007 qui a été de cet acabit. La question, je voudrais préciser rien qu'un point. Ça ne peut pas être simplement que des engagements financiers. Moi, je pense qu'autour de cette problématique qui se pose, il faut aussi construire des logiques économiques. Parce que je pense que l'entretien doit conduire demain à créer des emplois sur les territoires, à créer des entreprises sur les territoires et faire en sorte qu'on rétablisse la vie de manière normale dans ces territoires. À partir de là, bien sûr, on subira toujours les impacts climatiques parce que le climat, l'homme l'a toujours subi. Mais je pense qu'on peut en limiter les effets si nous avons une politique cohérente de développement de notre territoire. Est-ce que vous pensez qu'on peut créer une filière carrément par rapport à l'entretien des rivières? Mais parce que écoutez, c'est très technique. nous sommes dans le cadre d'une relance d'une filière bois. Et nous avons des milliers de tonnes et peut-être des centaines de milliers de tonnes de bois qui sont stockés au bord de nos rivières. Nous allons vers le développement, par exemple, de production d'énergie à partir... Vous avez une unité de biomasse à Cortex? Bien sûr, à partir d'unités de biomasse, mais nous n'en avons qu'une. Peut-être que demain, il faut en avoir d'autres. Et c'est ce que nous sommes en train c'est le travail que nous sommes en train de faire avec l'AUC. Donc, tout ce travail-là est en train d'être fait pour faire en sorte que à partir de ce que nous sommes en train de subir, de faire en sorte qu'on reconstruise une économie qui va rétablir une certaine normalité au niveau de nos territoires et au niveau de la vie simplement de notre pays. Voilà. Donc moi je pense que c'est toute une construction que nous devons mettre aujourd'hui en place, qui a été abandonnée pendant plus d'un siècle et qui conduit au drame d'aujourd'hui. On a entendu parler d'une législation soit obsolète, soit lourde. Jean-François Paul, est-ce qu'aujourd'hui il faut modifier les règles? On entend dans le reportage Bernard Cabot, qui est donc gérant de camping à Aller, qui dit le timing de l'administration, le nôtre, c'est pas le même, c'est lourd. Alors bon, il y a plusieurs problèmes. On peut s'interroger déjà. Bon, Antoine Autry disait la loi. Bon, d'abord, on n'est pas obligé se prosterner systématiquement devant la loi parce qu'on peut s'interroger néanmoins pour savoir si elle est bien faite. Sur sa pertinence. Oui. Et est-ce qu'il ne faut pas la modifier? Et ensuite, il y a le problème de l'application de la loi. Est-ce que ceux qui appliquent la loi l'appliquent avec intelligence? C'est-à-dire qu'on ne va pas réprimer forcément quelqu'un qui, dans une bonne intention, a fait quelque chose qui n'est pas forcément mauvais. Un exploitant condamné pour avoir nettoyé. Moi, je te coupe. Les maraîchers que nous avons rencontrés ont besoin de conseils. Ils ne demandent que ça, des conseils pour végétaliser les berges, pour faire des travaux. Après, je crois qu'il y a aussi une approche extrêmement extrémistes de ceux qui sont chargés de l'appliquer et qui ont une vision extrême des textes sans aucune latitude, alors que celui qui applique la règle ne doit pas se prosterner en disant c'est comme ça, un ne fait pas deux en droit. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, et donc il faut l'appliquer avec intelligence. Après, je crois qu'il y a un autre problème, parce qu'on insiste, le problème vient aussi du fait que la majorité des cours d'eau sont non domaniaux. Et il y a eu un désengagement de l'État depuis 2003 qui a transféré les cours d'eau qui étaient à sa charge et dont l'entretien était à sa charge vers les collectivités territoriales. Ça veut dire qu'on transfère la compétence, mais si ces collectivités n'ont pas les moyens d'entretenir, comment fait-on? Donc c'est un problème surtout financier, je pense. Antoine Orsini, vous êtes élu municipal à Corté, donc vous touchez de près cette réalité-là. Ah oui, sur la future GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et la protection des inondations. Bon, c'est une compétence qui nous tombe sur la tête, aux communautés des communes, et sans moyens. Oui, avec la possibilité de lever l'impôt, entre guillemets, ta fameuse taxe GEMAPI, 40 € par tête de pipe. Bon, ça veut donc dire 40 € par foyer dédié à l'entretien des rivières, à la prévention des risques d'inondation. Voilà, et 40 €, c'est peanuts. Mais est-ce que les particuliers doivent encore s'occuper de leurs berges, de leurs parcelles? Alors, c'est clair, la compétence, ce sont les communautés des communes à partir du 1er janvier 2018, mais les propriétaires sont toujours responsables. C'est en cas de défaillance, les communautés des communes vont se substituer aux propriétaires. Bon, avec quels moyens? Alors oui, envoyer après la facture, mais la facture à qui lorsqu'il y a de nombreux terrains dans la division? Donc vous voyez un peu, et avec quels moyens?
Je crois aussi qu'en matière de responsabilité, il faut que les propriétaires ne négligent pas le fait que le législateur n'a pas entendu les priver de toute compétence pour intervenir sur les cours d'eau. Et si on lit les questions écrites parlementaires, on voit bien que ça ne supprime pas la capacité et la compétence des propriétaires pour entretenir. Ça veut dire que s'il y a un problème, on va venir rechercher également la responsabilité des propriétaires riverains en disant vous n'avez pas fait de votre côté ce qui s'imposait à vous. Donc ça veut dire que le propriétaire il est un peu entre le marteau et l'enclume. Il peut intervenir, mais dans certaines conditions. Ensuite, ce sont les communes qui vont intervenir, mais un cours d'eau, c'est jamais sur le territoire d'une seule commune, donc il va y avoir des problèmes en cascade extrêmement importants et difficiles à régler. Non, mais l'État se défausse un peu, je dirais, par rapport au transfert qui sera fait à partir du 1er janvier 2018. En n'entreprenant pas et en n'assumant pas ses responsabilités. Mais en même temps, moi, je pense aussi que ça joue contre l'intérêt de la Corse et contre notre développement économique. Parce que je vois les dizaines d'exploitants agricoles qui sont impactés par ce qui vient de se passer, qui se retrouvent avec des milliers de troncs d'arbres répandus dans leurs exploitations et toutes les clôtures qui sont abattues et j'en passe. Donc aujourd'hui, effectivement, ces questions-là, l'État les regarde de loin et sur la base d'une posture en disant la réglementation c'est ça, point barre. Alors, petite digression, François cette Sargentini. situation, elle n'est pas tenable et là aussi l'État doit bouger. Ils doivent bouger, c'est ce que nous leur avons dit, nous avons eu des réunions notamment avec les DDTM sur ces questions, mais apparemment ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas prendre en compte ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la Corse, jusqu'au jour où effectivement nous aurons de gros drames, et là je pense que tout le monde ne pourra que constater ce qui s'est passé. Une digression, hein, puisque l'État en prend pour son grade, on va le dire comme ça. Nous n'avons pu avoir aucun représentant de l'État sur ce plateau, notamment de la police de l'eau, de l'ONEMA, dans la mesure où ils sont soumis à un devoir de réserve. Bon. Voilà, élection on ne parlait pas d'élection, on parlait non, mais élection présidentielle et législative oblige. Mais au-delà de la responsabilité de l'État, il y a aussi une responsabilité collective qui fait qu'on en est arrivé à cet état d'abandon aujourd'hui. Les Corses se sont désintéressés. Quand je dis les Corses, c'est les insulaires de façon générale, se sont désintéressés de leurs cours d'eau. Non, mais le problème que nous avons, effectivement, il y a une part de responsabilité qui appartient à la classe politique corse, à ceux qui ont gouverné pendant des siècles, qui ont gouverné notre pays, qui l'ont laissé rentrer dans un abandon quasiment total au niveau des territoires. Là, effectivement, il y a cette responsabilité-là. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi la question du régalien qui touche à l'État. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à la CTC, par exemple, d'entreprendre certaines actions, alors que nous n'avons ni les compétences ni les moyens. Monsieur Orsini vient de le soulever, il y aura un transfert au niveau des communautés des communes et des compétences, mais est-ce qu'il y aura un transfert des moyens au niveau des communautés des communes? Donc on le voit. Aujourd'hui, nous sommes dans un flou complètement entretenu, et cette question-là, moi je le répète, par le fait que l'État ne bouge pas sur cette question, joue contre l'économie de notre pays. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Monsieur Angélique, je vous regarde, vous écoutez les échanges et on sent le désespoir s'installer. C'est même plus que du désespoir. Quand vous êtes sinistré, c'est donc la position dans laquelle je me mets, et je représente un grand nombre de personnes, et à mon avis de plus en plus dans les mois et les années à venir. Au-delà de l'inondation, vous êtes submergé par un tas d'abréviations. PAPI, GEMAPI, BRGM, PCS, plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, sachez-le, c'est juste un texto qu'on vous envoie en même temps que la météo vous a dit que vous étiez en alerte orange. Les BGRI aussi. BGRI et j'en passe. Voilà, vous êtes submergé. C'est la fois aux acronymes. Voilà. Vous comprenez simplement une chose, c'est que attention, moi, on ne cherche ni responsable ni coupable. On sait très bien que la commune n'a pas les moyens financiers et même juridiques sûrement de faire. Personne n'a vraiment les moyens, mais tout le monde se renvoie la balle. Nous sommes la balle. Voilà. Nous sommes la balle qu'on se renvoie et donc pendant ce temps, nous subissons. Parce que, je vous le dis, octobre arrive, octobre-novembre arrive. Nous, on voit l'échéance. Là, maintenant, l'été arrive tôt, donc on oublie, il fait beau, tout va bien, hein, il le disait. Est-ce que des mesures ont été prises depuis les inondations, les dernières inondations de janvier? Ben non, clairement aucune, rien. Non, mais... Vous savez, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la retenue collinaire. Ah, ça, c'est une très bonne idée, sûrement. Moi, j'espérais qu'on fasse rapidement, par exemple, un bassin de rétention dans le Fiumalt. Je ne sais pas si au niveau aquatique, ça apporte quelque chose ou pas. Bon, on espère toujours une solution, quelle qu'elle soit. Refaire des berges, pousser la terre, ça coûte rien. C'est un bulldozer et pousser la terre pour rehausser les berges, pour éviter que l'eau ne déborde trop. On vous dit non à ça, mais on vous dit non à tout. Voilà, il n'y a pas de solution.
Alors qu'est-ce qui est possible alors Ce qui est impératif aujourd'hui, par exemple, curer l'embouchure du Gaule. Alors, Antoine Orsini, est-ce qu'on peut curer l'embouchure du Rézanès, curer l'embouchure des grandes rivières qui aujourd'hui posent un problème. Alors moi je pense qu'il faut effectivement qu'on prenne la mesure de la protection de notre environnement. Moi je crois que c'est quelque chose d'impératif, mais en même temps il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Corse. Et donc on ne peut pas venir nous dire, c'est vrai, la protection, moi je suis partisan de la protection de mon patrimoine, de notre patrimoine commun, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être intransigeant. Mais en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que des phénomènes climatiques sont en train de se passer et que tôt ou tard, on va mettre en péril la vie des gens qui ont été installés sur les bords des rivières, peut-être par l'inconséquence de ceux qui ont laissé construire, pour de multiples raisons. Jean Casino n'est pas en bord de rivière. On a construit un tunnel qui a coûté des millions d'euros et qui a été inondé, et il n'est pas en bord de rivière. Aujourd'hui, pas de défendre moi je comprends. Ces questions, moi je pense que y compris les scientifiques, on doit avoir un travail en commun. On doit avoir un travail en commun. Je vais apporter de l'eau trouble à ton moulin. Un jour, un élu m'a dit, mais pourquoi cette crue, elle n'a pas eu plus d'impact que le tractopelle? Oui, la crue a eu plus d'impact que le tractopelle. Voilà. Néanmoins, on ne rentre pas avec un tractopelle sans avoir pris de conseil auprès de la police de l'eau. Conseil. Et voilà, donc c'est ça. Hein, bon. Là, on n'est pas sur le conseil. Voilà, là, on n'est pas sur l'interdit. Là, on est sur l'interdit. Voilà, l'exploitant qu'on voit, il n'y a que des interdits, il n'y a pas de conseil. C'est qu'il n'y a jamais de conseil, il n'y a que des interdits. C'est le problème. Pour faire partie d'un groupe d'appui technique dans le cadre de la GEMAPI. Et donc, ce discours, je l'ai tenu devant le préfet, en disant, bon, aujourd'hui, certes, il faut qu'il y ait une police de l'eau, mais la police de l'eau, il faut qu'elle aide. Hein, parce que c'est vrai qu'une crue, ça a plus d'impact qu'un tractopelle. Voilà, donc, alors je ne suis pas en train de dire qu'un tractopelle n'a pas d'impact. Quand vous rentrez dans un point de la rivière avec un tractopelle, vous soulevez plein de fines, comme on appelle, des matières fines qui vont se déposer plus bas et recouvrir des frayères. Donc il y aura un impact. Clairement, Antoine Orsini, aujourd'hui, la seule action humaine dans le lit d'un fleuve, c'est une tronçonneuse, c'est tout. Peut-être des tractopelles sur les berges, mais pas forcément des tractopelles. Mais comment on extrait tous ces... Voilà, après, c'est vrai que lorsque le lit a changé son cours d'eau, certains voudraient le ramener dans le... Mais comment on enlève des milliers de tonnes d'arbres qui constituent des embâcles dans une rivière? La mairie de Pantin, probablement avec le tractopelle. Mais voilà, on le voit bien avec le maraîcher Fies, qui a eu l'autorisation de pouvoir intervenir sur ces berges parce qu'il a été lui-même victime. C'est pour ça que l'État lui a donné l'autorisation d'utiliser un tractopelle, parce uniquement il a été victime. S'il n'avait rien eu sur sa parcelle, il aurait certainement dit non, vous ne touchez pas aux amas de bois. Le problème, c'est qu'ils ont été obligés de lui dire oui, parce que moi, je souhaite que vos auditeurs ne pensent pas une chose. Pense que si on enlève tous les bois des rivières, le risque d'une inondation n'existera plus. Hein. Que ce soit clair. Hein. Mais c'est vrai qu'il est amplifié, comme le disait François Sargentini très justement. Voilà. Donc le risque d'inondation, il y a plusieurs. Hein. Il y a trois. Bon, on ne devrait pas faire un cours là, mais le risque d'inondation, c'est la rivière qui déborde. Mais c'est aussi le ruissellement urbain. Tout à l'heure, vous évoquiez là, le casino, le géant. C'est du ruissellement. Voilà. Donc, et après, on revient sur la notion d'urbanisme encore une fois. Exact. Et ensuite, il y a la submersion marine qu'on oublie. Dans le cadre de la GEMAPI, il y a aussi la submersion marine. Là, il y a beaucoup d'élus qui ne sont pas au courant. Je crois que là, il y en a qui vont faire des bons. Quand on voit la problématique de la submersion marine avec les zones habitées, c'est un vrai problème. Alors, moi, je pose une question justement par rapport à la submersion marine, parce que c'est un phénomène qu'on n'a pas encore touché du doigt. Hein. C'est lié. Oui, la plupart du temps, les rivières, l'eau ne peut plus s'évacuer parce que la mer bloque. Alors, et donc, si ça monte dans les lotissements comme chez vous, c'est que la mer a bloqué aussi. Exactement. Bon, sauf que vous avez vu les images que j'ai fournies où on voit la voiture aller en mer. Ah, la rivière, excusez-moi, elle allait à 100 mètres au large. Ouais. Là, ce jour-là, la mer ne poussait pas grand-chose. Moi, je peux vous dire... Heureusement. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on nous a dit le jour de la réunion. On nous a dit heureusement, sinon vous auriez été noyé et mort. Moi, mon souci ce jour-là, c'était pas la submersion marine, parce qu'à chaque fois on nous ressort ça. Moi, mon souci, c'est ce qui est venu d'en haut. J'étais en train de filmer à l'embouchure du Fium'Alto quand un tsunami est venu de la montagne. Pourquoi il est venu ce tsunami? Parce que 15 000 mètres cubes de bois, qui ont été ramassés ensuite par la mairie de Pantin sur la plage, ont fait barrage et sont arrivés. Donc, il y a ce problème-là. Vous ajoutez à ça toutes les constructions qu'il y a tous les jours encore en amont. Donc, je parle de Follet, mais il y a d'autres régions où on goudronne, où on bétonne et on fait toute cette eau file dans le Fium'Alto. Et moi, me revient sur la tête. Alors, je ne demande pas qu'on interdise les constructions, mais il y a bien prévu normalement dans les PLU des mesures compensatoires.
Moi, des compensations, j'en vois aucune. En tout cas, pour les marines de San Pellegrino, les marines du Fiumalto et autres. C'est-à-dire que nous, on est mis au banc des accusés, on nous dit, vous n'aviez pas habité là, hein, watch la sorte. Hein. Oui, moi, je veux bien sortir, mais qu'on nous sorte. Pour l'instant, dans tout ce qu'on nous dit, il n'y a aucune solution valable. Je vous disais tout à l'heure, on ne cherche ni coupable, ni quoi que ce soit. Des raisons, il y en a plein, il y a le réchauffement climatique, il y a tout ce que vous voulez. Je veux que les gens comprennent une chose, c'est que nous sommes victimes et qu'il faut soit nous aider en trouvant des solutions rapidement, soit nous sortir de là. On s'est mis en association, pourquoi? Parce que justement, on espère prendre peut-être un jour un avocat. On évite pour le moment, parce qu'on ne veut pas s'engager non plus dans un bras de fer, mais on n'a pas l'intention de se laisser faire encore longtemps. Voilà. Alors, justement, M. Poy, est-ce qu'il faut porter plainte pour ces associations et ces... Porter plainte, c'est une infraction. Oui, mais contre X, quelle est l'infraction pénale? La mise en danger d'autrui, mais qui est responsable? Il y aura des responsabilités en cascade. On ne va pas identifier un responsable précis. On va dire c'est une chaîne de responsabilité, mais il n'y en a pas une qui est suffisamment, un générateur suffisamment pertinent pour pouvoir l'attraper et le déférer devant la juridiction répressive. Donc il y a de fortes chances que personne ne soit responsable ou qu'on fasse payer un pauvre élu qui n'a pas beaucoup de pouvoir et qui est soumis à des tas de pression, donc ce ne serait pas juste. Jusqu'ici, des élus ont été condamnés, mais uniquement des élus. Il n'y a pas eu d'autres dans des affaires similaires, comme celle dont nous parlions tout à l'heure. Des fonctionnaires, oui, à la faute sur mer. La faute sur mer, on a fait aussi porter au maire une responsabilité, et ensuite les juridictions d'appel ont atténué. Absolument. 2 ans avec sursis au lieu de 4 ans. C'était assez disproportionné, parce que pouvait-il y faire? Et après tout, l'État a un contrôle de légalité, même si le PLU est mal fait, il peut le déférer pour le faire censurer par le juge. Donc l'État a aussi une responsabilité, puisqu'il est chargé du contrôle de légalité et de vérifier que les élus ne font pas trop de bêtises. Non, moi je voudrais qu'on parle de solution. Voilà, c'est ça pas intéressant. Alors, le constat, il est clair, c'est catastrophique. Moi je vous comprends, parce que moi, l'eau c'est ma passion, mais j'ai peur de l'eau. Les vagues, c'est bon, on n'arrête pas. On arrête le feu. On arrête le feu avec l'eau, mais on arrête pas l'eau. Je suis verso et je croyais pas que ma vie allait être menée par ça. Bon, moi, l'eau c'est ma passion. Hein. Quand je dis j'aime pas, j'aime l'eau, mais j'aime l'eau calme. Voilà. Il faut des solutions. Il n'y a qu'une solution, malheureusement. C'est ce qu'on appelle le repli stratégique. Et le repli stratégique, c'est quoi? Alors, vous avez pris un cas où il y avait, pour une maison, il faut démolir, on achète, pour une autre, on ne démolit pas. Oui, vous avez évoqué l'étage. Quand on a les chambres à l'étage, on ne risque pas de se noyer en pleine nuit. Est-ce qu'on peut admettre d'envisager d'être inondé de façon régulière et de se réfugier à l'étage 3 fois par an? Non, mais moi, je vais vous dire la solution, le repli stratégique, c'est qu'on doit vous trouver un terrain, vous indemniser sur la maison, sur le prix. Alors, c'est vrai que souvent, on dit les domaines, ils sont un peu chiches dans l'évaluation. Bon, il y a souvent des évaluations, mais Antoine, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on aura, avec le changement climatique, des catastrophes. Et pour les agriculteurs, le problème, c'est qu'on parle, c'est vrai, des particuliers, mais les agriculteurs, eux, perdent du terrain à chaque fois. Ils perdent du terrain. Donc le repli stratégique, ça ne peut pas être la seule solution. Et les hôteliers, il faut faire aussi des travaux végétalisés, des travaux techniques pour sauver ces berges, parce que sinon, ils n'auront pas rien. Il y a deux réponses, moi, je crois, à apporter. Il y a celle, bien sûr, aux particuliers, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient habitants de... La collectivité peut-elle jouer un rôle dans cette réponse? Alors là, il faut voir comment nous pouvons... Parce que c'est quand même... C'est la politique... C'est au niveau de la politique foncière, entre autres. Et en plus, nous avons un PADUC aussi, qui aujourd'hui est en passe de s'imposer aussi, au niveau... Donc, il est tellement mal fait. Non, mais il y a certainement des choses... Non, mais peut-être... Mal fait, monsieur Paul. Il n'y a pas tout à jeter dans le PADUC. Ça protège un peu des zones agricoles. Mais bon, je ne veux pas défendre il y a, je dirais, ce volet-là, qui bien sûr est extrêmement important, et notamment pour ceux qui en subissent les conséquences, et il va falloir trouver les moyens de le régler. Mais moi, je pense que le principal moyen d'arriver à faire en sorte de maîtriser le plus possible ce qui est en train de se passer, c'est de développer nos territoires et faire en sorte que la vie dans nos territoires... Mais bien sûr, parce que c'est la première des conditions. La gestion des territoires. On ne peut pas avoir des territoires aujourd'hui avec des milliers d'animaux, par exemple, qui errent sur les territoires, qui tournent sur les territoires. On ne peut pas avoir des centaines de milliers d'hectares de forêts qui sont en train de se reconstituer et ne pas avoir, nous, une intervention par rapport à sur ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je pense qu'il va falloir redéfinir le développement de notre pays. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous. C'est le travail que nous sommes en train d'accomplir. Et cet axe-là, moi, je pense qu'il va apporter une partie de la réponse. Parce que, où je suis d'accord avec Antoine Orsi, c'est qu'on ne répondra pas
totalement à ce qui est en train de se passer. On va même en subir un peu les conséquences, mais ce qu'il faut faire, c'est un travail pour atténuer ces conséquences sur nous qui vivons. Moi, alors, François les deux. C'est un projet de long terme, voire de très long terme. Bien sûr. Vous parliez, Antoine Orsini, du repli stratégique. Il nous reste 2 minutes pour évoquer d'autres solutions éventuelles. Non, alors tout à l'heure, on a évoqué la solution des grands bassins d'orage, comme il se fait dans la région parisienne. Sauf qu'il n'y a pas les cours d'eau, il n'y a pas les cours d'eau, c'est souvent pour arrêter, pas la Seine, pour arrêter. Et puis, il y a une plaine, on peut faire des grands bassins. En Corse, il y a certaines crues qui remplissent le barrage de Calagouche en 24 heures. Bon, on stockerait 24 heures, donc on ne peut pas le faire. Ça, c'est pas moi scientifique, je ne peux pas vous dire ça va marcher, ça ne peut pas marcher. Les digues, ça ne marche pas. On parle de digues, les digues, il y a toujours l'eau qui passe au-dessus de la digue. Donc un vrai, je vous dis, la seule solution, c'est ça. Mais moi, je veux lier, par rapport à ce qu'a dit François Sargentini, je veux lier aussi la problématique du risque d'inondation avec la problématique de l'incendie. Quand on laisse notre territoire à l'abandon, on a une quantité de végétation qui fait que, sur la Cacciale, alors on peut faire du chauffage, on peut faire de la climatisation avec le chaud. Parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, on utilise moins de chauffage. Les gens disent on chauffera moins. Oui, mais on climatise plus. Donc aujourd'hui, en faisant de la cogénération, on peut faire de la climatisation avec le chaud, c'est-à-dire avec le bois. Jean-François Paul, il y a un dernier mot avant de finir. Est-ce que les solutions qui sont évoquées, pour vous, sont de nature à atténuer le problème? Elles sont sans doute de nature atténuée, mais je pense qu'il y a un problème de moyens. Il faut que l'État et les collectivités disposent des moyens financiers pour leur permettre d'exercer leurs compétences. Et la politique générale, c'est plutôt un transfert de compétences aux collectivités sans transfert de moyens. Donc il va y avoir un vrai problème à un moment donné. Un dernier mot, Monsieur Angelini, avant Mon avenir, c'est d'être réfugié climatique. Réfugié climatique, écoutez. Il en existe dans le monde. Que la Corse soit la première dans ce domaine par rapport à la France, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc on ne peut qu'espérer que l'hiver prochain sera clément. Nous arrivons. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. C'est la fin de cette émission. Vous retrouverez le mois prochain, merci Solange, pardon. Le mois prochain, vous retrouverez donc Inquiest et Sébastien Thierry à cette même place. Bonne azère à toutes et à Pricht.